Salut, c'est Gladouane, ancienne sportive de haut niveau retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose la rencontre d'un businessman à succès reconnu et récompensé par ses pairs. Mais avant cette vie d'entrepreneur, de conférencier, de coach, Fabien Dessin a connu une carrière tout aussi riche en rebondissements en tant que cycliste. Bonjour Fabien. Vanessa, bonjour, quelle intro, la classe. Elle est travaillée, hein. Elle est travaillée. Tu crois que c'est naturel, mais non, en fait. J'aurais voulu avoir ce talent naturellement d'impro, mais je ne l'ai pas. C'est beaucoup de travail, Fabien. Moi qui pensais que c'était en freestyle. Je suis désolée de te décevoir déjà dès les premières minutes de ce podcast. Bon, je sais que toi, tu voyages énormément. T'es où là? Là, je suis en République dominicaine, Santo Domingo. Non, je ne te demande pas si tout va bien dans ces cas-là. À ton avis? La vie est dolce vita, comme on dirait en Italie. La vie est belle, ouais, tout à fait. Alors moi, je t'ai connu à travers les réseaux sociaux parce qu'on a un ami commun en tant plutôt qu'entrepreneur à succès, récompensé dernièrement d'ailleurs. Quelle était cette récompense? Tu fais référence à ma dernière conférence, c'est ça? La récompense, tu as une récompense, non, en tant que businessman, il me semble. De mémoire, je ne pense pas qu'il s'agissait de récompense. On a fait un événement sur Hong Kong, mais c'était par rapport à des business qu'on mettait en place, des sociétés qu'on a mis en place en Asie. Ah ouais, c'est peut-être moi. Hein. Ouais, C'est alors peut-être moi. J'ai voulu t'attribuer une récompense. Qu'est-ce que tu veux, Fabien? Ah, vas-y, je t'écoute. C'est cool. Je me dis, voilà. Non, mais je te jure, je pensais avoir vu passer un trophée, mais très bien. Donc, avant cette vie d'entrepreneur, qui est énormément basée en Asie, d'ailleurs, tu étais cycliste professionnel ou espoir? Jusqu'à quel niveau? Alors, j'ai été jusqu'en espoir des courses élites, mais je n'ai pas été professionnel dans le cyclisme. Pour d'ailleurs diverses raisons, on aura le temps de les aborder. Qu'on découvrira très certainement à travers le podcast. Voilà, justement, quel est le parcours? Comment est arrivé cet amour pour le cyclisme et comment tu as vécu cette carrière? Alors en fait, chez nous, Vanessa, le cyclisme, c'est la religion. C'était la religion dans la famille. Il faut savoir que mon grand-père a fait du cyclisme. On a eu une équipe dans la famille qui a été passée de l'oncle à mon père, etc. On a été certainement l'un des plus gros organisateurs de compétition, d'ailleurs également en métropole, pendant plusieurs années sur le nord de la France. C'est que le cyclisme, c'est un sport du nord et de la Belgique également. On est très proche. Oui, c'est vrai. La Picardie, je suis originaire de la Somme, des Hauts-de-France, la Picardie. Donc, c'est un Picard. Ah, voilà, c'est une terre de cyclistes. Et j'ai grandi sur un vélo. Mon père m'amenait, j'étais encore, tu vois, je venais de naître, il m'amenait sur les courses à vélo, il me prenait avec lui sur le vélo, quand il avait les bouquets aussi. C'était la religion dans ma famille. Tu aurais pu être médecin, on n'en avait rien à faire. Par contre, tu remportais une compétition, tu étais un dieu vivant, quoi. Pour être respecté chez les dessins, il fallait être cycliste. Okay. Il fallait être cycliste, tout à fait. Donc, logiquement, tu t'es dit, si je veux être respecté, il faut que je devienne cycliste. La question s'est pas longtemps posée, quoi. Même pas. Il n'y a même pas eu cette question-là, Vanessa. C'est venu moi-même. On jouait à des jeux de vélo, on a grandi sur le vélo. Je passais mon temps sur le vélo. Enfin, c'était notre vie. On était entouré que de cyclistes H24 la semaine, le week-end, on était sur les compétitions. Enfin, tu grandis dans un élément où c'est le vélo. À table, ça parle vélo. Il y avait que le vélo comme centre d'intérêt dans la famille côté paternel. Justement, c'est ton père qui t'a entraîné. J'ai appris beaucoup avec mon père. C'est un grand passionné qui maintenant est dans le foot d'ailleurs. Tu vois, il a complètement changé. Il a eu un ras-le-bol du cyclisme par rapport à ce qu'est devenu le cyclisme. Et voilà, j'avais pensé, on avait des cousins qui faisaient du foot, si tu veux, ils étaient mis de côté, il n'y avait aucun intérêt. Il n'a rien compris, le mec, il joue au foot. Nul. Va jouer à la baballe, quoi. Ça a été la meilleure école. Pour moi, le cyclisme, ça a été la meilleure école qui me sert encore aujourd'hui dans le business.
j'ai tout appris, à la fois les succès, les défaites. Et j'ai appris une chose aussi qui a été, même au niveau du côté homme-femme, je me souviens d'une compétition où mon père, avant le départ, me dit, il m'annonce le vainqueur, du moins la vainqueur de la compétition. Je dis, attends, j'avais peut-être 12-13 ans, tu es en train de me dire qu'une nana va gagner la compétition. T'es complètement fou, mon père. Il dit, attends, tu vas voir, je peux te dire que c'est Juliette Van de Kerkhove, qui d'ailleurs a été professionnelle et championne, elle a fait les Jeux Olympiques également aussi. Et elle nous a carrément, elle a dominé, tu vois, elle a vraiment dominé la course. Pourtant, on était tous, il y avait des très bons niveaux, tous s'entraînaient, etc. C'était vraiment une nana qui avait un potentiel incroyable. Et ça a été aussi une très bonne leçon de comprendre aussi que il y a des égalités et même des femmes beaucoup plus fortes que les hommes dans le sport. Ça, c'était une très bonne école. Ça oblige à l'humilité. Elle nous a flingués. Elle vous a flingué, elle a bien eu raison. Elle en profite. Comment se passait cette relation avec ton père? Parce que ça doit pas être évident. Alors déjà, quand tu me dis on jouait à tout ce qui était autour du vélo, moi déjà, j'associe le vélo à tout ce qui est souffrance. J'ai beaucoup de mal à imaginer que le vélo peut être associé à du plaisir. C'est mon point de vue, hein. J'imagine que s'il y a autant de cyclistes, c'est qu'il doit bien y avoir du plaisir. Et perso, franchement, pour moi, c'est tellement dur, qu'en plus, cette notion d'être entraîné par son père, qui, j'imagine, en attendait encore plus de toi, ça doit pas forcément être évident. Alors, l'amusement, Vanessa, quand je dis l'amusement, c'est en dehors de l'entraînement et de la compétition, on passait tout notre temps sur le vélo. Okay. D'accord. Même hors dehors des entraînements, tu étais encore sur un vélo. Ah, c'est fou. Ouais, je séchais les cours pour être sur mon vélo. Toi, tu marchais plus, toi, tu roulais, quoi. Ah ouais, c'était vélo. Tu voyais Fabien, tu voyais un vélo avec, quoi. Ça, c'était comme ça. Et le cyclisme, tu l'as bien dit, hein, c'est un sport de souffrance et de sacrifice. Certainement l'un des plus grands avec la boxe, je pense. D'ailleurs, on est très apprécié. Il y a beaucoup de boxeurs qui auraient rêvé de faire du cyclisme et beaucoup de cyclistes qui auraient voulu faire de la boxe. Et c'est un monde qui se rejoint sur pas mal de points. La boxe, tu as un adversaire en face. Le vélo, c'est toi qui te mets les uppercuts dans la gueule. C'est à toi qui va devoir à t'en mettre le plus possible. Et c'est un sport de souffrance, je suis totalement d'accord avec toi. Le froid, les entraînements, qui dure des heures, des heures. Ouais, tu étais parti pour entre 3 et 6 heures de vélo quand tu fais un training. Donc, c'est des heures dans le froid. Tu te doutes bien en plus que le froid, déjà, quand tu fais la vitesse, c'est encore multiplié. Et alors, mon père n'a pas joué le rôle d'entraîneur chez moi. Ma sœur s'est mis en couple avec un cycliste aussi. Et c'est lui qui c'est un très bon cycliste amateur qui a été d'ailleurs, il aurait pu faire une carrière professionnelle, mais ça ne l'a jamais intéressé. Il était, voilà, pour lui, le vélo, c'était un sport, mais en faire un métier, ça ne l'intéressait pas parce qu'il fallait passer par l'étape dopage. Il en avait conscience et lui, il était contre ça. Et c'était un potentiel, une machine de guerre. Il avait vraiment une classe incroyable, un potentiel incroyable. Et c'est lui qui m'a pris en main au niveau training. Il y a des limites, si tu veux. Ton père peut te donner des conseils, mais tu sais, on n'écoute jamais son père comme on écoute une personne de l'extérieur. C'est ce que j'ai remarqué dans peu importe les sports. Donc, je suivais les conseils plus ou moins, mais jamais en training. Il s'est jamais occupé de moi au niveau entraînement. D'accord. Ok. J'avais cru voir dans un article que c'était ton père qui t'avait entraîné, mais non. Mais parfois les articles sont faussés. Il y a des choses qui sont faussées. Il y a pas mal d'articles, mais non, il y a. Il y a des articles qui ont raconté des choses qui n'étaient pas vraies. On va pas y revenir. Mais parfois c'est déformé comme mon père n'a jamais été professionnel. Il a attention, il a des centaines et des centaines de compétitions, des places d'honneur, victoires. Par contre, il n'en a jamais fait son métier. Il travaillait à côté, quoi. Comment est arrivé l'envie d'arrêter alors? Parce qu'on a compris ton amour du cyclisme, d'où ça venait. On a compris que c'était une suite logique dans ta vie. Et à quel moment tu t'es dit, je vais m'arrêter là? Alors,
il y a deux choses. Il faut savoir, je vais rebondir sur ce que tu as dit, la relation que j'avais avec mon père était très dure. J'étais vraiment élevé à la dure avec le vélo. Et d'ailleurs, je le remercie parce que si j'ai ce mindset-là aujourd'hui dans le business, c'est aussi parce que j'ai été un guerrier dans le cyclisme. Il faut savoir que dans ma famille, tu faisais une mauvaise course, c'était très violent, d'accord? Extrêmement violent, du genre, C'est quoi tu termines la violent? course. Dans le sens où, par exemple, tu termines ta compétition, tu as eu les grêles, etc. Il fait très froid. Tu termines la compétition, tu as fait un mauvais sprint, tu es mal placé. Tu arrives à la voiture, tu crois te changer, on te dit non, mais là, tu changes ton t-shirt, tu repars en vélo, quoi. Donc tu te retapes après, tu as encore peut-être 80 bornes pour rentrer chez toi, tu les fais en vélo, quoi. Tu vois. Et Ouais. Tu puis, payes ta défaite. ah ouais, ça peut aller jusque, on n'est pas loin de casser ton vélo, t'es pas loin c'est violent si tu veux. Mais voilà, c'était la famille, c'était comme ça. Je regrette pas. On a tous une éducation. Moi, c'est une éducation qui m'a forgé, qui a fait de moi un dur. Et c'est ça qui est important. Dans le sport, il faut se faire mal, très très mal. Et il y a des profils comme le mien où tu marches. Moi, il faut aller me chercher au fond, si tu veux. Plus tu vas me piquer, il y a un moment où après les fils vont se toucher. Et là, je vais réussir à te faire quelque chose, un exploit, si tu veux. Et ça fonctionne comme ça. Après, chacun est différent. Il y en a que ça va casser. Moi, au contraire, il faut me rentrer dedans Il pour faut qu'à un rentrer moment, dedans. voilà, tu vois, c'est comme Mais j'ai ça. l'impression quand même que, au-delà de ce sourire Colgate, il y a un sacré caractère qui bouillonne, hein. Il faut du caractère dans le business, sinon tu te fais marcher dessus. Dans le business, tu es entouré de, de requins, donc faut pas se. Je suis quelqu'un de bienveillant, tu vois. Mais voilà, il faut pas dans le business, il faut pas se laisser marcher dessus, quoi. Et le Et tu sport, le avais cyclisme. d'ailleurs, tu as eu une scolarité agitée. Alors, j'ai passé mon. Si on aborde ce sujet-là, il faut savoir que j'ai eu une enfance assez compliquée. J'ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux pour enfants, etc. Donc j'ai une scolarité qui était très agitée parce que je me suis retrouvé à vivre seul avec ma grande sœur, donc qui a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait le rôle de mère, elle avait 17 ans, j'en avais 12, donc tu vois, elle n'avait forcément pas les mêmes, le même poids qu'un couple de parents pour contrôler son frère. Donc j'ai eu une scolarité très, très, très agitée, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est cette période-là, j'ai l'impression qu'elle a nourri ce que tu vis aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment cette scolarité agitée, le fait que tu n'aies pas le choix de rebondir, que tu n'aies pas le choix de survivre, entre guillemets, c'est ce qui fait que tu es l'homme puissant. Je sais que c'est un mot fort, mais j'ai envie d'employer ce terme-là pour parler Merci de ton ce succès. compliment. Merci pour ce compliment. Ouais, j'ai commencé le business très tôt. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. J'étais au collège, j'avais déjà Mais la qu'est-ce qu'on fait à 12 réputation. ans? Bah, tu rachètes, il y avait l'époque rap, c'était Secteur A, c'était Passy qui arrivait. Ben, dans le quartier, il y avait tous les darons qui avaient le Lacoste à l'ancienne. Donc, tu avais qu'à aller récupérer les anciens Lacoste, tu faisais de l'occasion. Parce qu'à 12 ans, tu n'as pas l'argent pour investir dans du neuf, donc tu fais des petits plans comme ça. Et j'étais toujours sur les plans, en fait. Il y avait quelqu'un qui cherchait quelque chose, j'arrivais à me le procurer pour me commissionner dessus. Les mangeurs de pierre, comme on dit, quoi. Finalement, ça a toujours été logique que tu sois dans le business. Il n'y avait pas d'autre voie. C'était une suite logique. Il y avait deux choix, si tu veux. Et c'est ça, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant que tu me dises ça, Vanessa, qu'on aborde le sujet. Il y a un moment dans la vie d'un sportif, ce qui va faire de toi un sportif professionnel, c'est jamais le plus talentueux, c'est jamais le plus fort qui devient professionnel, sauf, ok, tu as un Ronaldo, peut-être, un génie comme ça. Sinon, c'est toujours celui qui va réussir à un âge crucial à rester sérieux. On a tous autour de nous des mecs qui avaient le niveau pour être footballeurs professionnels et qui arrivaient à l'âge, on préférait les nanas, les sorties, etc. Moi, ça a été le Mm. business, en fait. J'étais à...
j'étais à une période où soit je me concentrais à fond dans le sport, dans le cyclisme, il faut être un moine. Ceux qui réussissent d'ailleurs à passer professionnel, ce sont des moines. Moi, j'avais l'appât du gain, l'appât du business. Il fallait que je fasse de l'argent. D'ailleurs, c'était obligé. Je n'avais pas les papa-maman derrière. Donc, il fallait que je fasse du business. Et après mes 12 ans, 13, 14, donc logiquement, tu découvres quoi quand tu es originaire d'un petit quartier de province, mais qui ressemble à tous les quartiers de France? Les seuls mecs que tu vois faire de l'argent, ce sont ceux qui font soit de la contrefaçon, soit les stupes. Ok. Ou tu avais un gars qui ouvrait un kebab à l'époque, c'était le mec qui réussissait à gravir les échelons, si tu veux, avec un snack, c'était déjà une très très belle réussite. Donc tu prends modèle sur là, tu apprends comment faire de l'argent. Donc logiquement, moi j'étais entre le cyclisme et le business de rue, quoi. Donc c'était deux domaines qui étaient difficiles à allier pour avoir la bonne hygiène de vie et avoir le bon équilibre, quoi. Et lequel tu as choisi du coup? Mais j'ai eu une affaire de dopage qui m'a. Cette affaire de dopage qui a été la goutte d'eau. J'étais un peu en saturation dans le cyclisme. J'étais un peu en. Il y a un moment où, tu vois, quand on t'en met trop, t'en fais trop, tu découvres en plus un univers dans le cyclisme, on ne va pas se voiler la face. Le dopage est omniprésent, surtout quand tu es issu d'une vraie famille de cyclistes. Tu découvres pas les produits dopants comme ça. Tu nais dans cet univers-là où tu entends Tu grandis parler, avec. voilà, tu entends parler de choses, surtout le nord de la France, il y avait beaucoup de chaudières dans le cyclisme. Donc, Donc, tu t'es euh, dopé, concrètement. ouais, j'ai eu, voilà, en fait, j'ai eu une affaire de dopage. Euh, j'ai utilisé des produits dopants, ok. J'ai utilisé des produits dopants et j'ai été balancé par des personnes. Et donc, j'ai eu les douaniers de l'affaire Festina, ok, les mêmes douaniers qui ont fait l'affaire Festina avec Viron qu'à l'époque en 98, moi quelques années après, qui sont, j'étais encore lycéen, j'ai eu une perquisition, j'ai eu de la prison avec sursis, j'ai eu une garde à vue de 96 heures qui a été poussée quand même pour essayer de me faire parler parce que si tu veux, connaissais tout le monde. Donc voilà, ils savaient que je connaissais pas mal de choses, mais ils n'auront jamais réussi à soutirer quoi que ce soit. Et, euh, et donc ça a été d'ailleurs mon premier, quand les gens me disent mes premiers faits de presse, on va dire, les premiers passages à la télé, c'était pas été par des exploits sportifs ni par des réussites dans le business, mais par une condamnation, voilà, pour dopage. Et à partir de là, ça a été assez délicat, Vanessa, parce que dans mon seul objectif de life, c'était malgré tout quand même de faire carrière dans le cyclisme. Et là, du jour au lendemain, tu te dis, bon, je suis cramé, j'ai mauvaise réputation, je suis en saturation. Les effets secondaires aussi des produits dopants, ça on n'en parle pas, mais tu as les effets quand même quand tu prends quelque chose sur le J'allais y mental. venir, t'inquiète pas, hein. On n'est pas encore dans ton après-carrière, mais j'allais venir. On y vient, on y Et, vient. et donc, Vanessa, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma life? Niveau scolaire, j'étais dans un lycée professionnel, d'accord? Qu'est-ce que Tu tu me étudiais? demandais. Ben écoute, rien de fantastique. Je suivais ce que ma sœur avait fait. Elle avait fait un BEP comptabilité et j'avais fait un bac professionnel ensuite dans le service. Et voilà quoi, je me suis retrouvé dans un moment où qu'est-ce que je fais? Le vélo, c'est terminé. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Tu vois, j'étais dans ce questionnement-là, quoi. J'ai eu un passage où ça a été plutôt, voilà, je ne vais pas te cacher la chose. J'étais plus dans un passage où je me faisais mal à moi-même, c'est-à-dire, bon, je vais faire du business sale, je vais utiliser aussi pas mal de drogue où je vais essayer de m'échapper aussi, quoi. Tu vois? Donc voilà. Et tu t'es échappé? Ça a réussi? Alors, je me suis échappé, mais à un moment où l'hygiène de vie du sportif a pris le dessus. Quand tu es cycliste, tu as besoin d'une très bonne hygiène de vie. Moi, j'aime bien dormir, bien manger, etc. Et je me Donc rendais là, tu compte étais encore cycliste. Je pensais que tu avais déjà non, non, arrêté et que là, je tu... ne suis plus cycliste. Là, je suis en train je suis sous contrôle judiciaire. Donc, il y a enquête. Hein, tu n'es pas condamné tout de suite. Donc, en attendant
d'avoir mon procès, on va dire. Je dois signer tous les mois, etc. Je passe souvent devant le juge pour donner plus d'infos, pour essayer de démontrer il y avait ou pas un trafic, ou, etc. Est-ce que j'avais des connexions. Donc, on va essayer quand même de démontrer les... Voilà, on est en train d'essayer de surfer sur... Il y a eu le buzz de l'affaire Festina. Donc, localement, on essaye d'en faire aussi une affaire médiatique. OK ? Voir s'il n'y a pas d'autres clubs, d'autres cyclistes qui sont dans l'affaire, dans le dossier. Quand tu dis on, tu parles pas de toi, on est d'accord. Tu parles des médias qui s'intéressent à l'affaire. Alors, pas les médias, mais la justice, les La enquêteurs. justice, ok. Ouais, Très bien. enquêteurs. Et Vanessa, donc, je me dis maintenant, la seule chose que je peux espérer, c'est essayer de... Alors, j'ai l'hygiène de vie du sportif qui revient. J'arrête de consommer toutes ces conneries, d'aller en soirée, de déconner. Et je me dis, il faut au moins il faut que je réussisse à avoir au moins un bac professionnel. C'est pas grand chose, mais ce bac professionnel va me permettre peut-être de faire une entrée en fac. Et voilà, j'essaye de. À l'époque, il faut savoir que dans ma famille, on a une famille d'ouvriers. À l'époque, si tu me demandes qu'est-ce qu'il y a après un bac professionnel, sincèrement, seconde générale, première, terminale, c'est des choses que je ne connaissais même pas, Vanessa. Tu vois, on n'avait pas dans ma famille de personnes qui avaient fait d'études dans le général ou dans le secondaire. C'était juste des professionnels. On allait travailler à l'usine, quoi. Et donc, je vais passer mon bac professionnel pour. C'était pour essayer de. Voilà, de faire quelque chose. C'est pas grand-chose, mais au moins avec ce bac professionnel, je peux faire une entrée en fac et puis essayer. Au moins avoir un petit truc en main, une Exactement. Exactement. Et au moins avoir réussi quelque chose, même si c'est pas grand-chose, mais avoir un bac professionnel. Et donc, je vais obtenir l'année de cette condamnation pour dopage. Je vais obtenir le bac. Je vais faire une entrée en fac. Et l'entrée en fac, je vais créer ma première entreprise. Ma première entreprise, parce que ce qui est intéressant, c'est parfois il se passe des épreuves dans la vie où tu as l'impression, comme c'était mon cas, tu veux faire une carrière dans le cyclisme, mais en fait, la vie a prévu autre chose. Peut-être que ton chemin, c'est pas d'aller dans le cyclisme et de finir dopé, et la barrière entre dopé et drogué, la limite est très souple et très fine. Oui. Et peut-être quand on arrête le dopage, on devient drogué. Alors, exactement. Ou peut-être même que de doper, tu passes à droguer quand tu commences à devoir te doper pour aller à l'entraînement ou à prendre des substances pour récupérer de la fatigue du produit que cela entraîne. Et en fait, à la fin, tu finis par te doper tous les jours et là, tu tombes dans un comportement de drogué. Et après, en fin de carrière, où les gars, beaucoup de cyclistes et de sportifs en général d'ailleurs, commencent à... c'est un peu ce que j'ai fait. Quand tu passes ta semaine à faire peut-être, je ne sais pas, 15-20 heures de sport dans la semaine intensive, où tu es aussi dopé hormonalement, tu vois les effets que le sport procure quand tu t'entraînes, les hormones, etc. Tu dois combler ça. Quand du jour au lendemain, tu t'entraînes plus, tu as plus ces bienfaits, donc tu vas aller chercher ça ailleurs. Et c'est là aussi que le sportif commence à se défoncer parce qu'il est à la recherche de ce qui lui manque, quoi. Et, totalement. Et tu connais, et il y a beaucoup de sportifs dans ce cas de figure. Mais dans mon cas de figure, là où je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma life? En fait, parfois, la vie, elle te met des obstacles sur ton chemin pour te réorienter vers une meilleure direction. Et ma meilleure direction, ça sera l'entrepreneuriat. Je réussirai des choses que... tu vois, ce qui s'est passé, en fait, ça a été un bon choix. Plutôt que d'entamer une carrière de cycliste et puis de taper dans des délires qui ne m'intéressent pas, là, de me dire, l'entrepreneuriat, ça va être le moyen d'obtenir mes trophées. On va remplacer les trophées par le chiffre d'affaires, par la reconnaissance, etc. Et je vais monter ma première entreprise qui va devenir un succès la première année où je vais dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en partant de zéro, quoi. Donc, dès le début, tu avais une vision très claire du sujet. Tu t'es dit, OK, j'arrête tout. Maintenant, je me lance dans l'entrepreneuriat et je vais devenir number one.
Non, 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 pas clair du tout comme ça. Non, non, pas clair, ce serait te mentir. D'accord, parce que dit comme ça, tu as l'air d'être parti et d'avoir eu une vision claire. Non, 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 non. Je suis à la fac, je bosse en même temps à l'usine, à côté, pour faire un petit peu d'argent. Je fais du business à côté. Le tout, c'est de me dire, voilà, je dois réussir à faire un peu plus que ce pourquoi je suis prédestiné, on va dire, dans la famille. Et un jour, tout le monde me dit, monte un business, Fabien. Déclare-toi parce que voilà, ce que tu fais, c'est t'es pas dans la légalité, t'es pas dans la légalité, donc il faut que tu montes un business. Et puis, mais le problème, c'est que monter un business, ok, mais avec quel produit? Quel produit va me permettre d'absorber les charges, les impositions, les taxes du système français? À chaque fois que je trouvais des idées, quand je faisais mes calculs, je voyais bien en fait que ça allait être trop lourd Compliqué. fiscalement. Voilà. Un jour, j'ai un ami qui vient me voir et qui me présente un produit. À l'époque, c'était les Pocket Bike. Il me propose ce produit. Il me dit, Fabien, ce produit-là, il s'arrache sur Paris. Tous les mecs de quartier qui viennent, tout le monde en veut. Si tu arrives à en trouver, nous, on va toujours ce mindset. Les mecs viennent me voir parce qu'ils savent que c'est un peu Hugues les bons tuyaux. Tu viens me voir, je vais trouver quelque moins cher. On va faire une bonne opération ensemble. On va faire du business. Donc, tout le monde venait avec des plans. Mais ce plan-là, il va attirer mon attention, Vanessa. Mais ça, c'est un produit qui est différent, quoi. Ça se vendait 300 €. Je fais des petites recherches, j'arrive à trouver en Allemagne ce même produit, j'arrive à le trouver entre 150 et 200 €. Et je me dis, ça, c'est du Made in China. Et ce produit-là qui était vendu 300 €, en Chine, 75 $. Avec le taux de conversion de l'époque, 75 $, 50 €. Avec toutes les taxes rendues, etc. Et ben, on avait un prorata à 75 $, ça revenait à 75 € rendus en France. 75 €, 300 €, je me dis, avec mon mindset à l'époque de quelqu'un qui est à la fac et qui bosse aussi à l'usine, je me dis, il suffit que je vende une moto dans la journée et je gagne beaucoup plus que si j'allais trimer quoi, dans les 3-8. Et là, je me dis, ok. Un conteneur, c'est 156 motos. Il faut réussir à les vendre. C'est pas vendre 10 motos à tes potes. Il faut réussir à les vendre. Je mets une annonce sur Internet. Dans l'heure qui suit, j'ai quelqu'un qui me contacte du Luxembourg. Dans cette annonce, je précisais que j'avais le stock. Ok. Je dis, je vais faire comme si j'avais le stock et voir s'il y a de l'intérêt. Si des personnes me contactent, on va voir comment on gère le truc. Donc, une personne du Luxembourg qui veut 50 motos. J'ai une personne du sud de la France, Grenoble, qui veut une vingtaine de motos. Plus. Je me rends compte que je peux vendre le conteneur rapidement. Et là, je me dis maintenant, il faut l'argent. Le conteneur, c'est 15 000 € à l'époque, 15 000 et 16 € précisément d'investissement avec les taxes, les charges, etc. rendues chez toi. Et donc, je me dis maintenant, il faut 15 000. J'ai que 3 000 € d'économie. Il me faut 15 000. Je vais à la banque faire un prêt étudiant de 9 000 €. Je fais des petites économies, 1 500 à mon père, 1 500 à mon cousin. J'ai ces 15 000 € et je me dis maintenant, je peux commander. Je contacte ce client au Luxembourg, je lui dis écoute, je vais être sincère avec toi, les motos, je ne les ai pas. Par contre, si tu passes de 50 motos à 75, ce qui est la moitié du conteneur, je vais te faire un tarif que tu ne pourras pas trouver ailleurs. Ça va me permettre moi de commander en Chine et c'est du win-win. Le gars, il accroche, il me dit ok. Je commande ce conteneur arrive, je le vends en moins de 15 jours complètement. En même temps, j'ai des revendeurs, des professionnels de la région, de mon secteur, qui viennent chez moi, qui voient que j'importe de Chine, et là, qui passe commande de conteneurs complets. Et je surfe sur la vague. Je vais devenir donc précurseur sur les pocket bikes, mais aussi sur les dirt bikes chinoises, les scooters chinois, les quads chinois en homologué. Je vais réaliser plus d'1 million d'euros la première année. Je vais plus que doubler ce chiffre d'affaires. Je vais devenir un des acteurs les plus importants sur le marché de la mini-moto en France. Voilà. Incroyable. Parce qu'il a fallu oser aller en Asie. Je veux dire, j'imagine. J'ai commandé sur Internet la première fois. J'ai pas été en Asie. Ah oui, d'accord. Donc tu t'es pas rendu en Asie, pris ton petit billet, y aller sur place. T'as commandé sur Internet. Ouais, mais il fallait oser. C'est encore plus dangereux. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Il fallait oser y mettre toutes ces économies sur
un produit que tu n'as pas vu, tu sais pas s'il va arriver, tu sais pas si c'est une arnaque. Exactement. Waouh! C'est quoi ce que tu me dis là? Tu me mets en mémoire. J'ai reçu mon conteneur en décembre, si tu veux, 2005. OK? Et, et mon grand questionnement, c'était ça. C'était mon premier prêt. Je faisais un prêt étudiant de 9 000 euros. Quand tu n'as aucun revenu à part un petit peu de boulot à l'usine pendant tes vacances et une rentrée j'avais ma prime d'étudiant. Comment on appelle ça quand tu touches quelque chose quand tu es étudiant? J'avais 250 Bon, balles à une bourse l'époque. étudiante? Voilà, j'étais boursier étudiant, boursier au Crous. Donc j'avais 200, j'avais le maximum, le palier maximum d'un étudiant. Et je me dis comment je vais faire si jamais la marchandise peut-être est de mauvaise qualité ou peut-être ça va pas se vendre. J'ai un prêt sur le dos. 9 000 euros, c'est une fortune quand tu es étudiant. C'est une Et fortune encore pour beaucoup de gens. ouais, exactement, exactement. Tu vois, j'ai tendance parfois à l'oublier quand on est dans le business, mais c'est une fortune pour beaucoup de gens. Je suis d'accord avec toi. Merci de me le rappeler. Et je me disais comment je vais faire. Comment je vais faire? Mais voilà, il faut prendre des risques dans la life et Dieu merci ma bonne étoile. Tu sais, j'ai ouvert mon premier magasin. J'ai un premier magasin de 12 mètres carrés. C'est un magasin qui crache à peu près entre 10 et 15 000 euros par jour dans les bons jours. Et ce magasin de 12 mètres carrés, juste à côté, il y avait le secours catholique. Je voyais, tu vois, les gens qui venaient pour des vêtements de Ah, il y a seconde main de ou quoi autre. relativiser, hein. T'as- Comment, combien de fois je remerciais ma bonne étoile, tu vois, et me rappeler aussi, ça me permettait de me rappeler aussi d'où je viens, voilà, estime-toi heureux, prie, remercie ce qu'il faut remercier parce qu'à côté, il y a de la misère, quoi. Ça me permet de Mais garder les pieds sur terre. justement, ton premier million que tu fais, comment un garçon des quartiers qui a galéré gère cette rentrée d'argent? Je réinvestis, je T'as dors pas tout sur un clic. dilapidé. C'est Non, le non, 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 non. Fabien qui vivait dans la night, qui avait une mauvaise vie entre guillemets, c'est-à-dire qui pouvait toucher aux drogues, etc. Là, c'était complètement fini et tu n'as pas eu Non, envie non, de non, du dilapider. tout. Non, non, du tout, parce que le Fabien, de toute façon, quand je dis la night, tu vas dans les clubs en Belgique, il n'y a rien de luxueux, c'est des supermarchés de la drogue à ciel ouvert. Donc, moi, c'est déjà très loin. J'ai une très bonne hygiène de vie à ce moment-là quand je monte mon entreprise. Euh, j'ai une très, très bonne hygiène de vie. Et non, non, au contraire, je vais tout réinvestir dans. Je ne vais pas prendre de salaire pendant 3 ans. Je vais tout réinvestir parce que tu passes pas. Attention, l'exercice, quand tu démarres avec 15 000 euros, que tu arrives à faire 1 million, c'est en réinvestissant, etc. C'est en étant vraiment en serrant les fesses, en te privant. Je dors sur un clic-clac, j'ai pas de lit, je dors au-dessus du magasin. Je travaille, ma vie, c'est je remplace les heures de vélo, les compétitions, les sacrifices que j'avais dans le vélo, je les mets dans l'entrepreneuriat. J'ai la même hygiène de vie, je me fais mal à la gueule comme un cycliste. Et je vais tout réinvestir. Et je me souviens, j'ai acheté ma télévision. Je ne regarde pas la télé, moi, tu vois, mais j'ai acheté une télévision pour mettre de la musique en fond. Je l'ai acheté au bout de la deuxième année, je crois, de business, où j'avais l'impression de faire quelque chose de mal. C'est la première la première fois que j'ai acheté quelque chose qui n'était pas en rapport avec mon entreprise. Tu t'autorisais à acheter une télé et tu t'es dit, t'abuses, Fabien. Ouais, un Après, ça dépend de la écran. taille de la télé. Et si elle faisait la moitié du mur aussi. Ouais, ouais, voilà, en fait, c'était un écran, tu vois, un peu moins de 1000 balles, mais tu vois, tu peux avoir un écran beaucoup moins cher. Pourquoi prendre un écran à 1000 balles? Et je me souviens, j'avais mon pote avec moi qui avait perdu son père, qui avait perdu son beau-père, qui avait sa mère malade en fauteuil d'une sclérose en plaques et qui me disait, Fabien, écoute, tu fais du business, c'est bien, mais c'est pas. Je me rappelle cette phrase, c'est pas avec ton costume en sapin que tu vas pouvoir profiter du cash que tu fais, quoi. Mais je lui ai dit, mais écoute, j'ai l'impression que si j'achète cette télé, si dans quelques mois j'ai besoin d'argent dans ma boîte, c'est pas ce que j'ai mis dans cette télé qui va me servir, quoi. Et C'est de l'argent perdu. exactement. Mais par contre, après, avec le temps, les années, je vais, euh, je vais un peu tomber dans le bling bling. Porsche, Carrera, classe S, maison de maître, etc. Où là, par contre, je vais oublier un petit peu mon humilité du départ, quoi.
Et quel regard tu poses sur ce Fabien de cette époque? Bah, cette époque, alors c'est très simple. Je vais avoir, je vais pas oublier d'où je viens, mais je vais oublier que la vie elle est dure pour beaucoup de personnes de là où je viens. Tu vois la subtilité. Et je vais avoir ce mindset où dès lors que tu viens voir si tu fais pas de cash, c'est que tu es un. Ouais, on va dire, j'avais l'impression un peu de. J'avais chopé la grosse tête, manque d'humilité. Et pour moi, tu étais un mauvais si tu ne savais pas faire de l'argent. Donc, quand j'avais des revendeurs qui venaient me voir, qui me disaient le mois il est dur, etc., j'avais un peu cette tendance à prendre les gens de haut. Écoute, le mois il est dur, tout le monde cartonne, etc. C'est toi, remets-toi en question, etc. Donc, je vais commencer à claquer beaucoup, à ouais, avoir un petit peu la grosse tête. Et là, bonne leçon de mindset pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. La vie, quand elle te donne quelque chose, c'est une histoire de cycle. Ok, on a tous des cycles. Et moi, je pars du principe que lorsque tu fais tout bien, etc., tu as ce que tu mérites. La vie te met sur ton chemin des opportunités, à toi de les saisir. Mais par contre, si tu deviens une mauvaise version de toi-même, on va te le reprendre tout de suite. Et là, après plusieurs années, Pour toi, la vie, c'est la méritocratie. alors la méritocratie, c'est un terme où parfois j'ai un peu de mal parce qu'en France, la méritocratie, c'est souvent des fils à papa, des fils d'héritiers qui Non, dans l'emportent le sur la sens où tu as dit, méritocratie. si tu travailles dur, tu as ce que tu... En fait, finalement, tu as ce que tu mérites dans les deux sens. Tu travailles pas dur, tu as le résultat de ton travail ou pas. Oui, oui, mais si tu veux, la méritocratie, pour moi, juste pour finir, si tu veux, en France, j'ai l'impression qu'il y a une chose qui l'emporte sur la méritocratie, c'est la personne là d'où tu viens. D'accord? Quand tu hérites, C'est etc. l'héritage. Voilà, ça l'emporte bien, ça l'emporte sur la méritocratie parce qu'on a des limites. Tu as beau bosser à fond, en vouloir à fond. Moi, on m'a refusé mes prêts bancaires parce que j'étais fils d'ouvrier et il n'y avait pas de contre-garantie derrière. Et toutes mes premières années, je serai face à ça. On me mettra l'étiquette des fils d'ouvrier, quoi. Donc, tu n'as pas les mêmes, le même potentiel de réussite ou les mêmes facilités quand tu es le fils d'un entrepreneur ou quand tu es le fils d'un ouvrier. Ça, il ne faut pas l'oublier en France, quoi. Mais je suis je pars du principe qu'il Du coup, faut. tes enfants maintenant n'ont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes chances, ont plus de chances étant enfants d'entrepreneurs, du coup. Exactement, mais de ce côté-là, ma fille aura des facilités, mais par contre, le père n'oubliera pas de la mettre en difficulté, ça c'est certain, quoi. Faut pas. Bon, Et j'espère qu'elle écoute le podcast, et comme ça, elle est au courant. ah, mais Elle est, ma elle est un petite, peu jeune pour l'écouter, je pense. elle est déjà formée au niveau du mindset. Je lui apprends les difficultés de la vie, ça c'est très important, quoi. Et Elle fait du cyclisme. comment? Elle fait du cyclisme. Non, non, du tout. Elle est dans l'équitation. Tiens, Ah ouais. elle est Bon, elle, passionnée pareil, par les. elle a une monture, mais pas la même. Ouais, elle est passionnée par les chevaux. Et j'espère qu'elle ne fera jamais de cyclisme. Non, c'est pas tout à fait le même monde, nous dirons. Exactement. Et comme quoi, mais le fait d'être fille d'entrepreneur permet aussi d'accéder à une discipline comme l'équitation. Parce qu'elle aurait été fille de tes parents, j'ai envie de dire, elle aurait eu ta vie, il aurait été inenvisageable qu'elle fasse de l'équitation. Exactement. Ça, c'était. Même si le cyclisme, ça reste quand même un sport qui coûte extrêmement cher. Euh, Il y a L'équitation, quand même plus de cyclistes issus de la classe populaire que de cavaliers issus de la classe populaire. alors ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Au niveau des classes, je suis totalement d'accord avec toi. Au niveau du coût financier, un, un investissement dans un vélo, c'est certainement plus que le cheval en question, quoi. Mais par contre, pour une histoire de classe, totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as arrêté le cyclisme? J'avais 20 ans, donc ça fait 20 ans. Oh, mon petit vieux. Non, mais je te rassure. Je ne sais Mais tu pas à sais quelle année quoi, tu mais es. tu sais quoi, Et tu du coup, sais tu quoi, as je me quel sens. âge? Je sais même pas quel âge tu Alors, as, Fabien. j'ai 40 ans, mais je t'assure, Vanessa, que
mon hygiène de vie que j'ai, les entraînements que j'ai, parce que j'ai toujours des entraînements, pas dans le cyclisme, mais d'autres entraînements, euh, je suis certain que je pourrais remonter sur un vélo et ça, c'est certain, quoi. Ouais, je me sens vraiment Justement, très, comment très, tu as très géré bien. ce manque d'activité? Parce que le vélo, on l'a dit, hein, c'est 4 heures, 6 heures en montagne, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle même. Du coup, comment tu gères ce manque d'activité physique? Alors, j'ai compris que tu pratiques encore, mais certainement pas à même intensité. C'est la salle, j'adore la salle et, et j'ai fait un peu à un moment, je faisais un petit peu tout ce qui était de boxe, etc. pour extérioriser. Mais je me fais mal dans la musculation. Alors, je cherche pas à prendre de la masse, si tu veux. Moi, je cherche. Tu sais, nous, on Tu parles toujours s'entraînait. de cette notion de douleur. C'est important d'avoir mal? Mais bah, je pense que t'aimais pas avoir mal, toi. Non, non, non. Alors, Moi, c'est pas. j'aimais Si juste tu veux, gagner, hein. si tu veux, j'aime pas. Attention, que j'arrive à bien expliquer. Faut être cinglé pour aimer se faire mal. Je peux pas Limite, dire faut que. être cinglé pour faire du cyclisme, hein. Pour moi, de mon point de vue, Ouais, il mais y a un lien. quelle satisfaction tu as quand. En fait, moi, ce que j'aime, c'est cette capacité à m'en mettre au-dessus et à supporter le poids, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui, me surpassait, j'aime, ouais, j'aime l'effort en fait. J'aime l'effort. Quand tu as décidé de prendre ta retraite du sport, j'imagine qu'à ce moment-là, tu avais encore la tête pleine de rêves. Tu t'es dit, quand tu as décidé de faire du cyclisme, c'est que tu voulais être, je sais pas, gagner le Tour de France, gagner le fameux quelle est la course là sur pavé Paris-Roubaix. 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 J'imagine que ça faisait partie de tes rêves de gamin. Comment tu as Alors, pas Paris-Roubaix, moi j'étais un vécu? grimpeur. J'étais pas fait pour les galères, pour les classiques. Moi j'étais un grimpeur, il fallait de la montagne. Et malheureusement, dans le nord de la France, les montagnes ne sont pas là. Mais comment j'ai comblé ça? Comment j'ai comblé ça? Bah, j'ai cru que j'ai gardé toujours en tête un moment. Et un moment après, tu te dis, bon, c'est fini, j'ai 40 ans, mais je pensais à un moment, tu quand même faire un jour un comeback. Tu vois, des fois, j'étais piqué. Des fois, j'étais piqué par des mecs qui faisaient du vélo qui me disaient, viens à l'entraînement avec nous, tu n'arriveras jamais là, tu n'es plus entraîné. Ça fait peut-être, ça faisait sincèrement, quand je te dis 10 ans, ça faisait peut-être, ouais, allez, 7 8 ans que j'étais pas monté sur un vélo, mais zéro vélo, tu vois. Et les gars, je leur dis, écoutez, je pars avec vous, je fais 100 km. Si vous croyez que, avec la niaque que j'ai, vous arrivez. Et je faisais les 100 bornes, si tu veux. Alors, je J'ai rentrais, presque j'étais. envie de dire avec l'ego que j'ai, Fabien, hein. On Ah, laissera les je auditeurs sens juger. à travers ce rire, je n'ai peut-être pas tort. Laissons les auditeurs juger. Non, mais en même temps, pour réussir, enfin, l'ego peut avoir une connotation négative pour beaucoup. Pour moi, ça ne l'est pas. D'autant que tu peux pas demander à un sportif de haut niveau de ne pas avoir d'ego. Enfin, pour moi, c'est irréaliste d'imaginer qu'un sportif de haut niveau n'a pas d'ego. Moi-même, il était inimaginable de voir mon nom à côté d'une mauvaise perf. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est bien de l'ego, bien sûr. Mais Exact, mais si t'as pas c'est d'ego, de comment l'ego tu fais du sport positif. de haut niveau, hein? C'est de l'ego positif. Tu vois, après, tu as l'ego Oui, pour moi, tu négatif. vois, après, l'ego englobe forcément, mais comme tout, hein, une bonne qualité, être un mec gentil, c'est génial, mais avec un mec trop gentil, bah, c'est pas génial, tu vois. Comme tout, tout a une qualité ou tout est un défaut. Ça dépend simplement de la manière dont tu Totalement l'utilises, d'accord avec toi. comment tu l'utilises et puis comment la personne en face le perçoit. Parce que finalement, il s'agit pas que de nous, il s'agit aussi de la manière dont on s'est perçu. Donc, évidemment, quand je dis ego, je t'ai fait beaucoup rire, mais on peut pas, enfin, c'est mon point de vue, on ne peut pas être sportif de haut niveau sans cette part d'ego. C'est pas possible. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement en phase avec toi là-dessus. L'ego, il en faut. Après, il faut, comme tu disais, le bon et le mauvais, faut pas que ça devienne quelque chose où
c'est contre toi-même. L'ego contre toi, contre tes performances, comme tu as dit, si tu as fait une mauvaise perf, c'est quelque chose qui va tu vas ruminer, tu vas avoir envie de faire mieux. Ok, ça c'est Je veux positif. pas dormir. Ouais, ça c'est des. Moi, ça va, quand je faisais des mauvaises perfs, je devais pas rentrer à pied jusqu'à chez moi. D'autant que souvent mes perfs, enfin, j'avais beaucoup de compètes en France et je vivais en Martinique, ça aurait été très compliqué de rentrer à pied du coup. Ou à la nage, bon, peu de chance que j'arrive du coup. Et la perte d'identité, comment tu l'as vécu? Parce que c'est aussi cette question-là, pendant très longtemps, tu étais, alors même si tu as accumulé les casquettes, tu étais déjà businessman non officiellement, mais tu l'étais déjà. Mais dans ta tête, tu étais cycliste. Donc, comment tu as géré le passage de je ne suis plus cycliste et je suis businessman? Moi, j'ai eu pendant longtemps le syndrome de l'imposteur, par exemple. Est-ce que tu l'as eu, toi? Non, j'ai pas eu ce syndrome. Quand j'ai eu cette affaire de dopage, j'ai perdu l'étiquette de cycliste, par contre, tu vois, ça a été très vite. Limite, il fallait mieux t'en débarrasser, en quelque part. C'était, Ouais, c'était presque salvateur de la perdre. exactement. Et là, c'était plutôt, j'avais l'étiquette plutôt du petit voyou, plutôt. Mais je l'ai noté d'ailleurs, hein. Dans cette interview, j'ai noté bad boy. Ah ouais? Tu seras le bad boy de ce podcast, je crois. J'en aurais peu des comme toi. Mais Est-ce qu'il faut être bad boy pour réussir? qu'est-ce que tu entends par bad boy? Parce que je suis quelqu'un qui a un grand cœur, j'ai de la bienveillance, etc. Le gentil bad boy, pas le bad boy, je sais Je cherche pas. pas à En même écraser temps, les je pense autres. que tu demandes à n'importe quel bad boy, le mec le plus violent du monde, je sais pas qui on pourrait nommer le mec le plus violent de l'histoire du monde. Allez, on va de commun accord, je pense qu'on tombera à peu près d'accord sur Hitler. Pour dire que c'est peut-être pas le pire, mais en tout cas, il doit pas faire partie des meilleurs. Je croyais que tu allais Et me parler de Mike Tyson. non, bah, Mike Tyson, bon, parce que la mort d'une oreille. Pourquoi t'aurais nommé Mike Tyson, toi? Hitler, bon, c'est un tyran, c'est pas un bad boy, c'est une ordure. C'est dur, mais bon. Bah, tu vois, donc du coup, c'est vrai que c'est important de déterminer ce qu'on appelle bad boy. Pour moi, bad boy, à la limite, c'était, bah, c'est en français, c'est mauvais garçon, tu vois. Donc ça, Ouais, bah, il tu y a vois, encore, Tyson, il y a quelqu'un en encore dehors un truc de. gentil. Mais je veux dire que même là où je voulais en venir, c'est que même le mec qu'on considère, que la planète entière considère comme vraiment la pire raclure, si tu lui demandes à lui, est-ce qu'il le faisait pas par bienveillance, est-ce qu'il était pas gentil? Je suis persuadée que Hitler va te dire, mais bien sûr que c'est par amour pour mon peuple que je sauve mon peuple. Donc finalement, tout le monde va te dire, bah, moi je suis le gentil. C'est vrai que même les plus gros criminels de l'histoire, ils ont tous leurs propres excuses. Maintenant, pourquoi Tyson? Parce que Tyson, en dehors de ses combats, c'était un vrai bad boy. Tu vois, il y avait pas mal de. Il arrivait de se droguer, il se battait aussi. Il était, tu vois, il venait de la rue, quoi. Et pourquoi? Alors, tu me dis, est-ce qu'il faut être un peu bad boy pour réussir? Non, je pense pas. Après, c'est la vie, elle fait. Il y a un mec qui m'avait dit une très belle phrase une fois. L'humain ou l'homme, il est ce que l'on en fait, quoi. En fait, je vais comparer un homme à un chien, tu m'excuseras, mais un chien, c'est pareil, tu en fais ce que tu veux. Tu peux en faire un chien très gentil, un chien très méchant, ça va dépendre dans quel contexte il va grandir, ce que tu vas en faire, je pense, quoi. La comparaison. D'accord. Je pensais qu'il y avait, je pensais que tu allais continuer ton explication. Oui, non, mais bien sûr, le contexte dans lequel un adulte ou un humain évolue influence forcément sa personnalité. Maintenant, une personnalité, de mon point de vue, ça change. Et d'ailleurs, je le vois au cours de mes consultations. Une personnalité, c'est simplement une émotion qui devient une humeur, parce que l'émotion entretenue devient l'humeur devient une personnalité eh bien, devient une autre façon de vivre, un autre fonctionnement. Donc, de mon point de vue, oui, tout change, même si au départ, tu avais des prérequis, puisque ça a été montré que l'épigénétique montre que depuis la gestation, donc dans le ventre de la maman, l'univers dans lequel évolue la mère influence les gènes du bébé.
Donc, tu vois, bien sûr qu'il y a une Exactement. part qu'on ne maîtrise pas du tout. Génétiquement parlant, quand on est, on a déjà des prédispositions. Maintenant, Exactement. on peut Les tous blessures émotionnelles évoluer. aussi. Les blessures émotionnelles commencent dans le ventre de la maman également aussi. Tout à fait. Tout à fait. Quand on est, on a déjà des traumatismes. D'ailleurs, la naissance est le premier des traumatismes. Et puis l'éducation devient un autre traumatisme. D'ailleurs, en neurosciences, on appelle ça des messages contraignants. Et ça fait partie de mon boulot d'aller chercher toutes ces traumatismes inconscients qui, des fois, nous commandent et nous génèrent chez nous des programmes, c'est-à-dire des façons de fonctionner qui sont totalement incontrôlées et dont on ne réalise pas puisque quand on a le temps de réaliser, c'est que l'émotion est déjà générée dans le cerveau limbique. Mais ça, on partirait dans un podcast qui est bien trop scientifique. Donc revenons à ton histoire, Fabien. Donc on a bien compris que finalement, au niveau de l'identité, il a été nécessaire pour toi d'abandonner ton étiquette de cycliste pour complètement te focus sur ta partie entrepreneuriat. Et à partir de là, comment tu t'es construite? Tu as complètement tout mis de côté, puisque dans ta famille, tu me disais que pour être reconnu, il faut être dans le monde du cyclisme. Comment ça s'est passé avec ta famille? Donc j'ai bien compris que c'était ta sœur qui Et t'avait élevé. ça a été un succès massif. Donc là, j'ai eu l'approbation vraiment de toute la famille, la fierté de la famille, la fierté de mon père, toute la famille était. Alors, il faut savoir que tu passes du cycliste. Alors, les gardes à vue, les menottes, etc. C'était mal vu. Je t'ai vu un peu. Voilà, on attendait le moment où j'allais aller en prison. En fait, c'était ça. Tu vois, tout le monde disait il va aller en prison, etc. J'enchaînais les petites condamnations. Petite ville de province. Donc, l'entrepreneuriat, ça va être ce qui va me remettre dans le droit chemin, et ça va être aussi le moyen de remettre les pendules à l'heure. Ok. Donc, bien que je vais traîner cette histoire de dopage, parce que j'ai importé des produits dopants en étant cycliste, donc je garde cette étiquette. J'ai une condamnation pour importation et utilisation de produits dopants. Donc après, je lance un business dans l'importation. Je suis fiché comme quelqu'un qui a fait des stupes. Donc tu te doutes bien que tous les conteneurs que je vais faire venir au départ vont être bien épluchés. D'accord. Je vais être enquêté de A à Z. Parce qu'il faut savoir aussi que quand tu passes d'un logement social à quelqu'un qui a des condamnations, à l'entrepreneur qui fait des millions, il y a quand même un exercice qui est intéressant où là, les mecs vont se dire, attends, le mec il blanchit, le mec il magouille, etc. C'est pas possible il vient d'un bac professionnel, il vient d'un logement social, il démarre, il devient importateur de Chine, il fait 1 million, 1,5 million, 2 millions. La logique des médiocres, ça va être justement de démontrer que il y a de la magouille, qu'il y a du blanchiment, qu'il y a de la drogue, etc. Donc brigade financière, enquête, contrôle fiscaux, je vais en avoir régulièrement. Je vais toujours être clean de chez clean parce que j'ai toujours bossé en étant clean. Et voilà, quoi. Il va falloir aussi. Ça a été une période compliquée aussi parce que tu Et te dis, attends. il a fallu que tu montes pas blanche. Exactement, mais tu sais, quand tu es dans l'entrepreneuriat, Vanessa, que tu en chies, tu fais pas 1 million comme ça en partant de rien, je répète en partant de rien, les privations qu'il y a. Puis attention, dans l'entrepreneuriat, c'est comme le sport. Il y a des moments où tu vas gagner, mais des moments où il y a des échecs, où tu es prêt à, t'es prêt à la limite, tu dis qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci, est-ce que ça va passer, ça va pas passer, c'est extrêmement compliqué le business. Et à côté de ça, tu te dis attends, je prends pas de salaire. Et pendant 3 ans, je me suis privé. Et le Mais tu résultat prends de pas de ça, salaire, tu vis de quoi dans ces cas-là? j'avais une URL, donc bien entendu que je pouvais passer, comme je louais au-dessus du magasin, je dormais au-dessus du magasin et puis mes repas, j'ai passé en charge fixe, si tu veux. D'accord, Le dans Fabien de l'entreprise. l'époque, j'avais peu de vêtements, j'étais vraiment, j'avais pas ce, j'étais, c'était je vivais pour mon entreprise, j'avais pas de véhicule. J'ai acheté mon premier véhicule, c'était une camionnette pour mon entreprise. Donc, avant de devenir l'entrepreneur à succès que je suis, c'était c'était un style de vie qui était très 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 humble.
très simple. C'était quoi le plus compliqué à cette époque? Le plus compliqué à gérer, ça va être de se dire, attends, j'ai la réputation d'un. Là, après, tu es face un peu à un miroir, tu te dis, voilà comment ce que les gens pensent. On ne voit pas un entrepreneur à succès, on voit un magouilleur en fait. Alors peut-être que c'est mon style, etc. C'est comme ça. Mais ça va être quelque chose qui va être un peu. Tu te dis, je crée des emplois, j'essaye de justement, j'essaye de quitter tout ce que j'ai fait avant. L'entrepreneuriat, c'est de me remettre dans le droit chemin. Donc, j'essaye justement d'avoir une bonne attitude, etc. Donc, ça va être la chose un peu plus, la plus délicate, quoi. Puis après, il y a un moment où tu te dis, cette phrase de mon daron qui m'est restée en tête, hein, qu'on parle de toi en bien ou en mal, le principal, c'est qu'on parle de toi. Et il y a un moment après où tu comprends que ce que pensent les autres, t'en as rien à foutre et en fait, t'es pas là pour être aimé. Donc ça va aussi te construire. Mais au début, c'est insultant. C'est ça qui me plaît pas, quoi. C'est que je fais du business clean et tu viens perquisitionner chez moi, tu viens enquêter pour voir dans les réservoirs s'il n'y a pas de la cam. Là, ça, c'est insultant, tu vois. Je reviens sur le côté bad boy. Je viens d'y penser à tes tatouages. Parce que je sais pas si à l'époque tu avais autant de tatouages. Alors, si vous voulez voir les tatouages de Fabien, vous pouvez aller sur son compte Instagram. Hein. C'est Fabien Dessin, il me semble que c'est ça ton compte. Hein. C'est ça. J'avais zéro tatouage. Ah ouais, d'accord. Parce que là, ça participe pas. Hein. Finalement, on te dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit fait clairement le moine, hein. Surtout pour les instances juridiques ou de contrôle, des instances judiciaires, on va dire. L'habit fait clairement le moine. On se connaît depuis très peu de temps, donc tu m'as pas connue, mais j'ai eu une période où j'avais les cheveux très courts, aussi courts que les tiens, et roses, fluo. Ok. Ouais, ouais. Et à cette époque, j'étais pas du tout traitée de la même façon. C'est-à-dire que je me souviens que j'étais partie en stage à Rabat, au Maroc, et on m'avait fait me déshabiller complètement. C'est-à-dire que tout mon groupe d'entraînement, j'étais qu'avec des garçons, j'étais la seule fille, et on m'avait déshabillée complètement et on m'a fait me pencher vers l'avant pour vérifier si j'étais pas une mule. Et tout ça parce que j'avais les cheveux rose fluo. De toute ma vie, c'est la seule fois où c'est arrivé. Et ensuite, alors là, la manière dont j'ai été le mieux traitée, c'est quand j'avais les cheveux longs et lisses, parce que finalement, je pense que je passais très bien partout. Donc, avoir les cheveux longs et lisses, ça marche. Avoir les cheveux courts, rose fluo, t'es emmerdé. À un moment, j'avais fait des fausses dreadlocks parce que je trouvais ça marrant, c'était une période. Bah, là aussi, j'étais pas du tout traitée de la même façon. Donc, on considère que l'habit fait pas le moine, mais si, ouais, c'est clair. si j'en suis clairement la preuve que. Et là, je me souviens toutes les fois où je me présente en première classe en jogging, Nike, hein, tu vois, pas un truc de fou. Ben on me regarde de la tête aux pieds en me demandant avec insistance mon billet parce que quelqu'un comme moi en jogging peut pas être peut pas être en première, quoi. Tu vois une nana grande, bien taillée, logiquement, tu comprends qu'elle est sportive de haut niveau, quoi. Mais bon, t'as les médiocres, hein, que veux-tu. Maintenant, Ils sont nombreux, les médiocres, du coup. Bien sûr, bien sûr. Les tatouages, regarde un mec comme Beckham, il est tatoué de A à Z et c'est un gentleman, tu vois. Donc, moi, quand je mets mes costards pour mes 3 pièces pour les conférences, il n'y a que ce tatouage-là qu'on voit, mais la tenue l'emporte sur les tatouages et c'est des choses que je ferai avec le temps. C'est peut-être aussi à la recherche, le manque d'effort, le manque de douleur se retrouve peut-être à faire des tatouages, tu vois. On remplace l'exercice par autre chose peut-être, quoi. Tu vois, tu as encore, ça revient encore cette histoire de douleur. Hein. Le mot douleur, qu'est-ce que ça représente pour toi la douleur? Qu'est-ce que ça représente pour moi la douleur? Elle n'est pas facile cette question. Je dis pas que j'aime la douleur, je déteste la douleur du tatouage, c'est un truc qui me dégoûte. Mais généralement, quand tu te fais mal, tu obtiens quelque chose à la fin. Toi qui étais sportif, tu ne peux pas avoir de grosses perfs, devenir un grand champion s'il n'y a pas la douleur. C'est impossible. C'est peu probable, en effet. En revanche, entre toi et moi j'ai un seul tatouage au poignet, tu vois. Tu me dis que tu détestais la douleur
tu détestes la douleur du tatouage. Ton dos en est plein, tes bras aussi, ta nuque. C'est étonnant que tu me dises que tu détestes. Non, je déteste. J'aime le tatouage, je déteste la douleur. Tu vois, et plus le temps passe, moins je supporte l'aiguille. Le dernier que j'ai fait au cou. Non, j'ai pas de plaisir. J'ai aucun plaisir dans. Tu vois, il y a des mecs qui me disent, moi, j'aime bien me. Les mecs qui vont dire, moi, j'aime bien me faire mal. Non, moi, j'aime pas avoir mal. Je suis pas fou. Par contre, j'ai une satisfaction de Du résultat. du résultat d'encaisser. Tu vois. Par exemple, le cyclisme, un entraînement, il commence à neiger. Tout le monde rentre. Moi, je vais rallonger d'1 heure parce que là, je sais que je suis en train d'être plus dur que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'excitait, si tu veux. J'allais chercher l'excitation là-dedans, quoi. Qu'est-ce qui t'excite? Le fait de gagner? Le fait d'être meilleur? Non, pas forcément, parce que beaucoup, j'ai été beaucoup battu dans plein de choses. Mais le fait d'être psychologiquement ou mentalement plus fort, ça, ouais, ça m'excite, tu vois. De me dire, toi, tu rentres, il fait trop froid, etc. Et moi, c'est ça qui va faire la différence. Je vais avoir envie d'y aller, en fait. De te surpasser. Ouais, tout à fait. 20 ans plus tard, euh, quel bilan tu fais de ton après-carrière? Quel bilan? Et qu'est-ce que tu dois à la manière dont ça s'est passé? Mon bilan après carrière, des hauts, des bas. Des hauts, des bas, des succès, des échecs. J'ai appris la résilience, j'ai appris le rebond. J'ai une grande satisfaction au niveau de la sagesse que j'ai réussi à acquérir. J'ai réussi à un peu canaliser les mauvais démons, canaliser ces énergies qui sont en moi, et je travaille encore pour le canaliser. Maintenant, je pense que je suis encore loin d'avoir fini le chemin que j'ai emprunté. Donc, je ne me pose pas vraiment de questions sur ce que j'ai réussi à faire pour moi. Ce qui est fait est fait. Voilà, on est dans l'instant présent et essayer d'avoir de la vision sur le futur. Donc, j'apprends de mes erreurs du passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Tu sais, par rapport à ce que tu as dit, on garde des séquelles, on est câblé par rapport à notre enfance, notre éducation. Et puis, on évolue aussi comme ça. Donc, je me rends compte que j'ai aussi dû solutionner pas mal de choses de, de mon côté. Et c'est venu aussi certainement impacter les choix que j'ai fait dans le business, des stratégies ou autres. Donc, j'essaye aussi d'avancer, d'apprendre là-dessus, quoi. Tout à l'heure, on parlait des conséquences du dopage et éventuellement des effets secondaires. Tu en as, toi? Non, du tout, du tout. Je suis en très très bonne santé. Je fais des checks réguliers. Je suis suivi par des médecins pour justement, maintenant 40 ans, moi je suis dans une recherche de performer, de perdurer le plus longtemps possible. Donc, non, je suis en très très bonne santé, Dieu merci. Je touche du singe. Dit-il en se touchant. Et au niveau rythme de vie, puisqu'un sportif de haut niveau, c'est une vie particulière, est-ce que tu penses finalement que tu l'as complètement compensé par le rythme de l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup de salariés qui nous écoutent, qui se rendent pas compte de ce que c'est l'entrepreneuriat. Moi-même, pendant très longtemps, j'étais salariée, je suis entrepreneur depuis peu de temps. Même si ça fait ça doit faire 7 ans maintenant que j'ai des consultations, tu vois. Je ne le faisais pas à plein temps. Mon premier métier, c'était journaliste. Aujourd'hui, mon premier métier, c'est coach et thérapeute. Donc, même moi, je découvre le rythme de vie de l'entrepreneuriat et je me dis qu'il faut une sacrée endurance. Exactement, exactement. Là, à l'échelle internationale, je fais du business international, donc je suis souvent en Asie et mon business est en Europe, en sachant que je vis également sur Saint-Domingue. Là, j'ai dû faire depuis le début d'année, j'avais calculé entre 22 et 25 vols. Les conférences, quand je tourne en Asie, donc
c'est le rythme de vie d'un sportif. C'est pour ça d'ailleurs que je garde cette hygiène de vie. Et pour ma part, tu peux pas réussir dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le métier de l'entrepreneur et le métier du sportif de haut niveau, c'est la même chose. Tu dois avoir la même hygiène de vie, tu dois bosser ton endurance, tu dois D'où avoir ma tes périodes question. de récupération. Voilà, tes périodes de récupération. Et j'ai la vie de quand j'étais cycliste. Hein, tu vois, je fais attention et je prends du plaisir comme ça. Tu vois, ça m'arrive de faire des excès dans la bouffe. J'adore bouffer, attention. Mais après, je me mets dans le droit chemin, quoi. Je bois du vin, il n'y a pas de souci, quoi. Mais je garde une hygiène de vie parce que je sais que si je force un petit peu trop, je sais que je vais le payer dans ma récupération. Donc, tu es obligé, si tu veux performer, d'avoir une très bonne hygiène de vie. Dans un des podcasts précédents, notamment d'Elvire Teza, on parlait du changement de physique, du fait que c'est pas forcément évident à appréhender, le corps qui change. Enfin, toi, tu as arrêté en espoir. Donc, c'est vrai qu'il y avait peu de chances que ton corps ne change pas. En espoir, on sait d'ores et Alors, déjà qu'on n'a pas atteint si tu son veux, corps si d'homme. tu veux, je peux te surprendre. On parie un restaurant que tu vas être très, très, très surprise, tu vois. Si je t'envoie une photo, tu vas pas me Je reconnaître. sais pas dans quel pays, du coup, parce que entre moi en Afrique et toi à Saint-Domingue ou en Ouais, Asie, si l'occasion, si on l'occasion, on fera un resto visio. Mais si l'occasion se présente, parce que je sais que je vais gagner. Si tu bon, veux, je t'envoie. je choisis le pays alors. Je choisis le pays. Tu veux, Ça me coûtera moins cher dans une certaine partie du globe. c'est une question qui est importante parce que je ne sais pas parler de moi, si tu veux, Vanessa. Mon affaire de dopage, elle est due aussi parce que je suis né avec une maladie prénatale. Ma mère est tombée malade, donc elle avait la salmonelle. Je suis né avec la salmonelle et j'ai perdu du poids les 2 derniers mois de naissance et je vais traîner, si tu veux, un problème de croissance. Donc je vais peser 54 kilos après ma carrière d'ailleurs, jusqu'à mes 27 ans. Jusque mes 27 ans, où là, je vais dire, je vais commencer la musculation, je vais m'alimenter, je t'envoie la photo ou pas? Allez, on voit. Mais donc, du coup, là, 27 ans, tu étais déjà plus cycliste. On est d'accord. C'était plus mais ça, je pas, moi, je vais pas changer physiquement. Au contraire, le sport me permettait d'avoir un plus gros appétit et de manger un petit peu. Là, je vais même perdre un petit peu de poids. Je vais être à 56 kilos. On croit, Pour combien? 56 kilos pour 1 mètre combien? 1m80, tu vois. Ah oui, c'est pas bien épais, 1m80. ça. Hein. C'est pas Le bien vent, épais. il devait te pousser fort. Hein. Il valait mieux l'avoir dans le dos que de face. Chacal, Hein. chacal, c'était tous mes, tu réveilles tous mes complexes. Je t'ai dit que c'était un podcast. J'ai pas dit que c'était agréable. Donc, au contraire, après, je vais avoir un meilleur physique pour ma part. Je vais essayer de travailler pour prendre du poids. Je vais monter je sais pas beaucoup, je vais être à 80 kilos, tu vois. Mais non, au contraire, c'était bénéfique. J'étais pas épais. Tu sais, quand tu es grimpeur dans le vélo, tu fais 55 kilos. Alors, sur un vélo, c'est sympa. Mais quand tu mets des vêtements, c'est triste, quoi. T'as qu'à voir les cyclistes, de toute façon, quand ils mettent un costard, t'as l'impression de C'est vrai soulever. qu'un cycliste en tenue de cycliste, ça ne choque personne. Un cycliste en tenue de ville, là, tu te dis le pauvre, il faut lui donner à manger. Exactement. Tu sais, je regardais le nombre de calories, un entraînement d'hiver, simplement l'entraînement d'hiver, tu es à 4-5 000 calories de cramer quand tu vas faire ta grosse sortie. Mais déjà en mangeant, déjà essayer de manger tes 5 000 calories par jour. Là, c'est les calories qu'il va falloir combler. C'est compliqué, 5000 calories par jour. Je me souviens à l'époque, Rudy Gobert, parce que moi j'ai connu Rudy Gobert avant qu'il soit drafté en NBA, et il essayait de se remplumer, tu vois, avant de partir en NBA, et justement d'avoir en tant qu'intérieur, il faut qu'il puisse encaisser des coups. Et il y avait un nutritionniste, non pas un nutritionniste, il me semble qu'il y avait quelqu'un qui venait à domicile pour le nourrir afin qu'il ait le nombre de calories nécessaires. Et c'était très compliqué, il me disait, pour avoir déjà le nombre de calories et Déjà les ingurgiter. avoir 3 000 calories par jour. Déjà, il faut déjà bien manger. Alors après,
Et des bonnes calories, hein, parce qu'il ne s'agit pas Exactement. d'enchaîner des Exactement. pizzas et McDo et repizza et McDo. Exactement. Alors les gars vont te dire oui, mais tu dois t'alimenter quand tu es sur le vélo, il faut t'alimenter. Un entraînement d'hiver, c'est pas du blabla. Les chiffres que je te donne, c'est Jean-Jacques Menuet, qui est nutritionniste du sport. Je ne sais pas si tu connais, qui est pour ma part, l'un des meilleurs nutritionnistes, qui a été médecin d'ailleurs pour les équipes cyclistes type Cofidis, etc. Un ami, quelqu'un que Mhm. j'apprécie vraiment. Et qui me disait bah, tu dois t'alimenter sur le vélo, etc. Mais en fait, c'est t'as des manques, c'est pas possible de combler 5000 calories dans la journée, c'est impossible. Même après en prenant des checks, etc., c'est trop lourd, quoi. C'est pour ça que les mecs il y a zéro, ils sont très très secs en masse graisseuse, ils sont très très bas, quoi. Ils arrivent à baisser en dessous de 8 en masse graisseuse, c'est incroyable, quoi. 8%. Et aujourd'hui, par rapport à ta maladie congénitale, comment tu te sens, comment tu vas? Ah, j'ai toujours été, vraiment, je vais toujours, je suis toujours en plein, D'accord. Ça a dû couper, parce qu'en fait, du coup, j'ai pas entendu ta réponse. Ah, ok, Donc, il faut que tu. j'expliquais. Non, non, au niveau santé, non, c'est juste que il y a eu un retard de croissance, tout simplement. D'accord. Euh, Même au niveau santé, non, je suis très, très bonne santé, tu vois. Ok. Donc, finalement, tout va bien à tous les niveaux. Si quelqu'un, j'ai deux questions. Si quelqu'un s'apprête, alors toi, ton arrêt de carrière a été quand même un arrêt assez, c'est particulier. On ne va pas le conseiller, mais si tout, avec le recul, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux cyclistes qui, de toutes les façons, un jour vont arrêter leur carrière? Qu'est-ce que j'aimerais dire aux cyclistes, à tous les cyclistes, et notamment à tous les sportifs de haut niveau dans certains sports, je ne vais pas mettre tous les sports, il faudrait peut-être quand même poser les couilles sur la table et officialiser que tout le monde se charge la gueule, quoi. Que tout le monde utilise des produits dopants. D'ailleurs, on a tendance à ne pas dire se charger, on appelle plutôt se soigner, que ce soit pour récupérer, que ce soit pour améliorer les performances. Voilà, le dopage est omniprésent partout, la société est comme ça. Il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face, de faire les mecs surpris quand il y a un contrôle ou autre. Dans le foot, c'est c'est pareil que dans le cyclisme, c'est pareil que dans la Tu les boxe, mets c'est dans le même pareil. panier. Voilà, dès qu'il y a du business, dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a de la performance, dès qu'il y a de la récupération, dès qu'il y a de l'ego aussi, il y a l'obligation, l'envie d'améliorer ses performances. Et voilà, Alors, je vais c'est- quand même rétablir la vérité. Moi, de l'ego, je valide, j'en ai eu. Le dopage, j'ai jamais touché. Et pour le coup, pour plein de raisons. Très honnêtement, personne m'a jamais approché pour me dire, au fait, j'ai un truc pour te soigner ou autre. C'est jamais arrivé. Ensuite, le dopage, mine de rien, alors, c'est ce que j'ai entendu dire, ça coûte cher quand même. J'ai jamais eu les moyens, ne serait-ce que d'envisager de me doper. Et puis bon, après, pour évidemment des raisons éthiques, j'ai jamais eu envie de me doper. Mais il existe quand même des sports. Je pourrais Alors, pas. Je suis je suis obligée d'accord. de contredire le fait que s'il y a de l'ego, il y a du dopage. Non, alors, j'ai peut-être été un petit peu Ouais, t'as été large, un peu radical, on va dire. mais prends en considération, ma chère Vanessa, prends en considération qu'il y a, comme tu l'as dit, des disciplines qui sont différentes. Il y a un championnat du monde de pêche. Je pense pas que les mecs ont besoin de se charger comme un cycliste ou un boxeur, ok. Et il y a aussi le sexe. Je pense qu'il y a beaucoup plus de dopage dans le sport masculin que le sport féminin. Ah ouais, d'accord. Mais il y a du dopage également dans le sport féminin, mais pas à la hauteur du sport masculin, quoi. Il y a le côté financier aussi. Tu sais, il y a un moment où on va te dire, on renouvelle. On va prendre l'exemple des cyclistes. Les mecs sont en CDD tout le temps. Les gars sont en CDD, des fois c'est 2 ans, 3 ans, ils n'ont peut-être même pas accès au crédit pour certains parce qu'ils sont en précarité dans leur sport. Où on va leur dire, voilà, c'est le moment, c'est l'année où tu vas te renouveler.
les enjeux financiers ne sont pas les mêmes, Vanessa. Tu as quand même plus de poids financier dans le sport masculin que féminin. Il y a une trop grosse différence de gains financiers. Et parfois, ça peut pousser aussi les personnes à se dire, écoute, ok, je vais passer dans le dopage parce qu'il faut peut-être que je renouvelle mon contrat. Il faut peut-être aussi que tu rentres dans le jeu, en fait, tu rentres dans le système. Pour toi, qui dit sport business, dit forcément qu'on les pousse à se doper. Je ne veux pas dire que tout le monde est dopé, je peux pas dire ça, mais pour toi, il y a de grandes chances, s'il y a du sport business, qu'il y ait du dopage là-dessous. Alors, il y a le sport. Alors, quand tu as de l'argent en jeu, des gros contrats, tu as des besoins de performer aussi. Tu es en contrat, tu as signé un contrat, tu es passé professionnel, c'est ton job, tu as des responsabilités. Non, mais je comprends la logique, hein. C'est juste que je préfère être. Mais pas que l'argent, parce que tu as des mecs dans le sport amateur qui se chargent aussi. Il y a des courses cyclistes en UFOLEP, les mecs se chargent la gueule pour un panier garni à 20 balles, mais ça n'empêche pas que les mecs se chargent aussi. Donc là, on est. Alors, ça, c'est plus une histoire de culture du vélo, pas que de gains, tu vois. Pas que de culture, mais parfois c'est peut-être aussi c'est pas tous qui vont se charger, mais certains vont se charger. Et là, on est peut-être plus dans l'ego, tu vois ce que je veux dire, de vouloir performer, de vouloir être meilleur, de vouloir. Quand on arrive à vouloir être le champion de ton village, c'est quand même une question d'ego, je pense. C'est pas une question de financier parce qu'il n'y a rien à gagner. Mais tu vas être le premier de la coursette du dimanche. Tout comme, je prends l'exemple du cyclisme parce que je les connais, mais dans le bodybuilding, les salles de sport, j'ai eu un complexe de salles de sport, donc je connais très bien. J'ai organisé des compétitions strongman internationales. D'accord, j'ai d'ailleurs été le premier à l'ouvrir aux féminines. Strongman féminine, j'en ai organisé 2 internationales. Et pourquoi tu l'as pas appelé Strongwoman? Tu l'as appelé Strongman féminine. Mais enfin. Les féministes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il y avait 90% de participants masculins et que vous étiez en minorité, mesdames. Bah oui, mais il fallait simplement y ajouter en Strongwoman, Strongman féminine. Non, mais on a inventé un nouveau truc. Non, regarde, non. Là, j'ai pas mis Strongwoman féminine, c'était compétition Strongman et il y avait Strongwoman. C'est que moi, je te dis, je l'ai ouvert aux féminines. Bon, ça va. Ça va. Non, là-dessus, j'ai grandi entouré de femmes, donc là-dessus, tu pourras pas me faire passer pour un misogyne. Bon, c'est bon, tu as. Heureusement que tu es loin de moi, sinon je t'aurais tiré l'oreille, là, comme ma mère me faisait. Bien que la règle grammaticale dit que le masculin l'emporte sur le féminin, la compétition, ça monte. Mais non, mais c'est toi qui as dit, j'ai inventé strongman féminine. C'est ça, je répète, hein. Non, en fait, non. Alors, si j'ai dit j'ai inventé, je me suis un peu. Non, tu as dit j'ai ouvert. Non. J'ai été le premier à ouvrir cette compétition aux femmes. Si tu veux, en France, il n'y avait pas de strong woman, de compétition pour strong woman. J'ai été le précurseur avec Bruno Zambé, qui est le champion du monde de développé couché. D'ailleurs, je pourrais donner ses coordonnées si tu veux faire une interview sympa. Avec grand plaisir. Et donc, on a mis en place les compétitions strongman. Et tout ça pour te dire que voilà, dans le sport de la musculation, le fitness, il y a ceux qui font du bodybuilding, qui se dopent parce que c'est leur métier, mais tu as combien? Tu as 80% des mecs qui se chargent, qui ne font pas de compétition. Et c'est omniprésent, le dopage dans les salles de sport. Donc là, on n'est pas dans du financier, on est peut-être plus dans l'ego, tu es d'accord avec moi? Le mec qui veut qui veut faire des belles performances dans une salle de sport, qui veut améliorer. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Je ne reviens pas sur le fait que j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, tu fais du sport de haut niveau parce que tu as de l'ego qui te pousse à le faire. Hein. Je veux dire, c'est tellement compliqué de faire du sport de haut niveau. Il faut avoir une force interne, il faut avoir quelque chose qui te pousse assez à te lever pour aller affronter l'hiver, peu importe ce que tu vas affronter. Mais il faut avoir la ressource nécessaire qui est assez puissante pour le faire. En revanche, là où je mets un bémol, c'est que c'est pas parce que tu as cet ego-là que tu vas aller au dopage. C'est là où je mets, tu vois, la nuance. Tout à fait. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même cette culture cyclisme où en athlète, il y a beaucoup de gens qui se sont pas dopés alors qu'on avait tous envie de gagner.
Alors que tu me dis que même en amateur, chez le cycliste, on va se doper. Tu vois. Donc il y a quand même une notion supplémentaire où le fait de Ouais, mais là, tu vas parler prendre de quelque l'athlétisme chose. français, par exemple. Tu vas parler de l'athlétisme français. Si tu prends Ah bah, l'athlétisme pour mondial, le coup, les... c'est ce que je maîtrise. voilà. Je maîtrise l'athlétisme français. Je me suis entraînée aux États-Unis. De ce que j'ai vu, je ne peux parler que de ce que j'ai vu. Les Américains avec qui je me suis entraînée se dopaient pas. Maintenant, j'étais pas H24 avec eux. Il y en a aucun qui est tombé pour dopage avec qui je me suis entraînée. Donc, j'ose croire qu'il y avait quand même des cleans et que l'athlète, oui, bien sûr qu'il y en a deux trois qui sont tombés pour dopage. Globalement, si tu dois choisir un sport, c'est pas le sport dans lequel on va se Mm. tourner. Quoique, quoique, c'est vrai qu'après le cyclisme, je sais pas quel sport arrive en numéro 2. Faudrait regarder, tiens. Je vais défendre les cyclistes là. C'est les contrôles. Si tu fais des contrôles, la même quantité de contrôles dans le cyclisme que tu fais dans le tennis, tu verras qu'il y a plus de dopage dans le tennis, quoi. Donc, il faut prendre aussi le Je peux pas prorata de parler tout d'un le truc monde. que je connais pas et sans fait et sans chiffres, tu vois. Mais Je vais dans défendre l'idée, le cyclisme. je vois C'est ce le que tu veux sport dire. c'est le sport le plus contrôlé. Donc, logiquement, tu as un pourcentage. Si tu ferais la même chose dans le football, crois-moi que il y aurait En beaucoup tout plus cas, de. pour un sport que je maîtrise bien, c'est l'athlé. Et pour le coup, l'athlé, il y a beaucoup de contrôles, inopinés notamment, Mais de avec toute la façon, FLD, où tu es c'est pas obligé compliqué. de se Les contrôles, c'est focaliser. une chose. Les contrôles, c'est une chose. Si tu es dans le dopage, tu utilises des substances euh, qui ne sont pas encore recherchées, etc. Donc ça, Et qui sont pas encore sur la liste des produits dopants. Mais voilà. Et ben oui, ensuite, parce que tu peux être contrôlé positif qu'il y a un produit qui est sur la liste et que et même et ensuite, tu même as des seuils. Tu as des seuils, Vanessa. Tu as des seuils. il y a Tu des as un taux, seuils, tu as un évidemment. taux d'hématocrite. Si tu dépasses pas le pourcentage d'hématocrite, si on ne trouve pas une trace que tu as eu une prise d'érythropoïétine, eh ben, tu seras pas détecté. Et idem avec la testostérone, etc. Idem avec plein de choses. Donc, euh, moi, c'est très simple. Au niveau d'un physique, il suffit de voir un physique. Je vois les nanas dans l'athlétisme même aux États-Unis, comment elles sont musculairement. Tu vois très bien qu'il y a de la prise d'anabolisants. Ça, c'est logique. Par rapport à nos athlètes françaises, tu vois bien qu'il y a une différence, quoi. Possible. Je peux pas. Je maîtrise très mal le sujet du dopage, je l'ai dit. Et c'est un sujet compliqué pour moi parce que je peux pas incriminer quelqu'un tant que les faits sont pas avérés. Tant que finalement il y a une substance qui est présente mais qu'elle reste en dessous du seuil accepté et que ça reste légal, tu peux pas le considérer comme dopant. Tu peux évidemment qu'il y a des gens qui ont eu des avertissements, j'en connais, qui ont eu des avertissements parce qu'ils avaient un seuil plus élevé que la normale et pour autant et flirtaient avec la légalité. Mais il faut bien un seuil à un moment donné, il faut bien que ça reste légal. Donc pour revenir à toi, parce qu'on est parti sur le sujet du dopage, toi, finalement, si tu devais faire un résumé de ton deuil, parce qu'il s'agit de ça aussi, le deuil du sportif de haut niveau, perso, les auditeurs le savent, ça a été une partie compliquée de ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que je suis celle que je suis devenue aujourd'hui, que je suis devenue coach et thérapeute, pour qu'ils gagnent du temps, parce que moi, ça a mis du temps et si on peut aller plus vite, c'est mieux. Euh, Quel bilan tu fais du deuil? Est-ce que tu as eu un deuil à faire? Ouais, j'ai eu un deuil. J'ai eu un deuil que je me rappelle parfaitement. Ça a été la sortie de ma garde à vue. Sortie de ma garde à vue, j'avais 96 heures, assez quand même, assez, assez bien poussé, on va dire, pour essayer de me faire parler, etc. Donc, ça a été un choc aussi parce que cette garde à vue, j'ai eu mon deuil immédiat en fait. Où là, je me suis dit, je me suis pris un uppercut dans la gueule. Ok, vélo fini, prison peut-être. Là, j'étais à poil. Ok, j'étais à poil avec moi-même. Qu'est-ce que je sais faire? Je savais rien faire à part faire du vélo. Et donc, je me suis dit, waouh, là, et le deuil après, il va se faire progressivement où je vais comprendre que voilà, par honte aussi de ne peut-être pas assumer ce qui est en train de se passer avec la condamnation. Je me dis, je remonte pas sur un vélo. Tout le monde me disait, remonte sur un vélo, tu les emmerdes. Et moi, j'aurais pas eu le courage, tu vois.
Et donc, La- ce deuil. Et puis après, tu vois, Vanessa, ce qui m'a aidé dans le deuil, c'est de voir des amis qui passaient professionnels, ok. Et je voyais leur vie, quoi. Et je me dis, en fait, je suis plus heureux. Je suis plus heureux, en fait, dans le chemin que je suis en train de suivre aujourd'hui, quoi. Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter, les amis? Souhaitez-moi de continuer, de continuer sur mon chemin, de, ouais, voilà, de continuer sur mon chemin, que tes belles choses se mettent sur mon chemin, de continuer que ma bonne étoile soit au-dessus de moi. Et Tu as fait le million, maintenant on te souhaite le milliard, c'est ça? on a fait des millions, beaucoup de millions. Maintenant, le milliard, c'est pas un objectif, sincèrement. C'est vrai? Euh, non, je suis pas dans ces Pour le objectifs-là. businessman que tu es, c'est pas un objectif, hein, le milliard. Non, du tout. Les millions, ça n'a jamais été mon objectif non plus. C'est le résultat, en fait, de faire quelque chose bien et que tu aimes. Et logiquement, tu as le résultat qui va avec. Je me suis jamais mis un objectif de. On fait des millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui avec mon entreprise, beaucoup plus qu'à mes débuts. Et ça n'a jamais été. Je me suis jamais mis un objectif non, je fais ce que j'aime. Je, au moment où dès que ça va commencer à m'emmerder, ben on fera autre chose. Ça, c'est clair. Je reste un homme libre. Souhaitez-moi de rester un homme libre surtout. Ça, c'est important, quoi. Alors reste un homme libre avec le sentiment de réussite, parce que finalement c'est pas une question d'argent, c'est le sentiment de réussir qui t'anime, si j'ai bien compris. Alors, je te dirais que pour moi, j'ai pas réussi. C'est, tu vois. Bah, des petites victoires dont je parle, tu vois, pas la réussite globale, j'ai réussi ma vie et je suis géniale et tout va bien. C'est petites réussites si je me suis fixé ça comme objectif et donc j'y suis parvenue, etc. Puisque tu parlais bien du fait que le milliard ne se faisait pas rêver, ne se faisait pas courir, Non, ça ne te paraît lever le pas. matin. Je pense notamment, on va prendre rapidement. Je vais pas trop m'écarter là-dessus, mais l'image qu'on donne de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu regardes une émission par exemple sur M6, l'image de l'entrepreneuriat où on te montre, voilà, il faut trouver des investisseurs, etc. Moi, c'est un truc qui m'a jamais intéressé. Je reste maître de mon business. Je reste un entrepreneur libre qui dit levée de fonds, dit aussi qu'il y a des comptes à rendre, il y a des actionnaires, etc. Moi, ça m'intéresse pas ce business-là, tu vois. Je veux rester un homme libre, tu vois. Faire du cash, il faut du gros cash, mais je donne pas la patte, quoi. Ça, c'est clair. La liberté. Eh bien, s'il y a quelque chose qui n'a pas de prix, c'est vrai, c'est bien la liberté. Exactement, exactement. Merci beaucoup Fabien, j'espère que tu as apprécié nous dévoiler les coulisses de ta vie. Pas forcément toujours évident l'exercice. Un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Ça a été très à l'aise. J'ai pu me confier sans problème parce qu'il y a cette bienveillance et ton énergie que tu dégages. Donc ça, j'aime bien. Et ça va être sympa parce que ma communauté ne connaît pas ce côté-là de ma personne. Donc ça va être top. La découverte va être entière, je n'en doute pas. J'espère que toi aussi, cher auditeur, cet épisode t'aura plu. Si tu veux partager ton expérience, eh bien, n'hésite pas à me contacter. C'est contact@vanessagladon.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, eh bien, sache que l'appel découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. J'aime bien ton outro. Allez, top.